Bonjour YouTube, tu es dans la deuxième partie des vidéos consacrées au prix lycéen du livre de SES, donc si tu ne l'as pas déjà vu, on a parlé des 4 premiers livres de la sélection dans cette vidéo-là, donc je mets un lien quelque part par ici, là, et on va s'intéresser dans cette vidéo aux 4 livres suivants de la sélection. Et puis, autant en profiter pour faire un petit sondage de mon côté, donc je vais mettre chacun des livres en sélection en commentaire épinglé, et puis dites-moi lequel vous intéresse le plus, ou pour lequel vous voteriez. On va voir si on arrive au même résultat que les lycéens. Mais évidemment, avant d'aller voter, attendez d'avoir attendu la présentation de la deuxième moitié de la sélection. On est parti! Livre numéro 5, Écrire au président, enquête sur le guichet de l'Élysée, par Julien Fretel et Michel Offerlé. Alors, c'est un livre original car il s'intéresse à un matériau qui a très peu été étudié, les lettres écrites au président de la République. Alors, si vous l'ignoriez, sachez que tout le monde peut écrire au président. Il suffit d'adresser le courrier au Palais de l'Élysée, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris, et si la lettre fait moins de 21 grammes, il n'y a même pas besoin de timbre, c'est complètement gratuit. Évidemment, si vous voulez écrire un pavé de plusieurs pages, il faudra payer quelques sous d'affranchissement, ou vous pouvez aussi envoyer un mail, puisque le service a été numérisé depuis un certain nombre d'années maintenant. Il faut savoir que toutes les lettres sont lues et traitées par le service de la correspondance présidentielle, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas vraiment à l'Élysée, mais siège en fait au Quai Branly. Et les chercheurs Michel Offerlé et Julien Fretel ont pu accéder au service pour faire un certain nombre d'entretiens. Ils ont surtout pu lire directement un grand nombre de lettres, principalement de la présidence Hollande et plus marginalement du début de la présidence Macron. Ils ont également pu accéder à quelques cartons d'archives des lettres adressées à Nicolas Sarkozy, mais ça c'était beaucoup plus difficile d'accès parce qu'elles étaient déjà archivées. Sachant que toutes les lettres ne sont pas archivées, sur toutes les lettres reçues, on garde un échantillon de 10% qui partent aux archives nationales, mais tout le reste, ça part à la benne. Pourquoi on ne garde pas tout? Eh bien parce que des lettres, il y en a beaucoup. Probablement beaucoup plus que ce à quoi vous vous attendriez si vous n'aviez jamais vraiment réfléchi à écrire au président. Évidemment, le nombre de lettres reçues varie fortement en fonction de l'actualité. Il y en a par exemple eu beaucoup moins à la fin du quinquennat Hollande, probablement parce qu'il avait annoncé qu'il ne se représenterait pas, et il y en avait plus lorsque les faits d'actualité étaient très saillants, comme pendant les attentats ou au moment de la loi travail. Et bien sûr, sous Emmanuel Macron, les gilets jaunes ont aussi suscité pas mal de lettres. Mais bon, pour faire une moyenne, sur les 5 ans qu'il a passé au pouvoir, François Hollande a reçu environ 800 000 lettres. Donc c'est pas rien, ça fait environ 160 000 lettres par an, soit une moyenne de 438 lettres par jour. Donc autant vous dire que le service de l'Élysée a du boulot. Et là-dessus, les deux chercheurs ont pu analyser environ 10 000 lettres, ce qui fait déjà un sacré matériau de recherche, mais qui ne représente qu'une toute petite partie de l'échantillon, vous imaginez bien. Et encore, là je vous donne les chiffres qu'on avait sous Hollande, mais il y en a encore plus depuis Macron, on serait de l'ordre du million de lettres par quinquennat. La grande nouveauté étant que maintenant, Brigitte Macron a un carton à elle, parce que d'après les chiffres disponibles, elle aurait reçu environ 20 000 courriers par an entre 2018 et 2020. Voilà, donc il y a beaucoup de lettres, tout ça pour vous dire que si vous essayez d'écrire au président en étant original, oubliez, ils ont déjà tout vu. D'ailleurs, si la première idée qui vous venait en tête pour écrire une lettre au président, c'était de commencer par la célèbre chanson de Boris Vian, « Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps », c'est probablement la moins originale des options, ils en reçoivent au moins 50 par jour, des comme ça. Pour ce qui est des jeux de mots sur les enveloppes, je crois aussi qu'ils ont à peu près tous été faits. Je vous laisse faire pause si vous voulez vérifier. On avait des enveloppes de type « Monsieur Présidence de la République », Monsieur le Président avec un Z de la République François, Président de la République française à Leys, etc. etc. Je vous laisse regarder un petit peu le détail. Bon, des jeux de mots sur les enveloppes, mais il faut quand même avoir en tête que dans la grande majorité des cas, les gens mettent les formes quand ils écrivent au président. Enfin, si je dis dans la grande majorité des cas, c'est que ils reçoivent aussi quand même, bien sûr, des lettres d'insultes, où là les formes peuvent être un poil moins présentes. Une chose intéressante, c'est que les chercheurs ont pu interroger Michel Enoch, qui était responsable du courrier sous François Mitterrand, et qui a d'ailleurs vraiment marqué un tournant dans l'organisation du courrier présidentiel, et donc c'est vachement intéressant parce que ça permet d'avoir un peu une continuité sur la gestion du courrier sur plusieurs décennies. Et selon lui, il n'y avait pas de lettres d'insultes à l'époque envers François Mitterrand. Du moins, pas dans son souvenir. Alors,
On peut dire que ça, pour le coup, ça a bien changé, même si c'est loin d'être la majorité des courriers, encore une fois, la majorité sont polis et mettent les formes, on peut remarquer qu'il y a quand même un certain relâchement dans la façon de s'adresser au président. Et encore plus depuis que le service a été numérisé et qu'il existe une boîte mail à laquelle on peut écrire, parce que ça permet quand même d'envoyer des courriers beaucoup plus impulsifs, sans prendre une plume, un cahier, etc. Et du coup, il y en a certains qui se privent pas d'envoyer des rafales juste pour spammer les services de l'Élysée. Du coup, plus rarement, on peut trouver des entrées en matière un peu cavalières, comme « Bjur »,« Cher Père Noël » ou « Proposition d'amélioration ». Même pas bonjour, rien. On a aussi le Monsieur le moins que président, à Monsieur l'apprenti présidentiel de la République. Ah oui, et bien sûr, le fameux « Bravo à toi, le petit binoclaire locataire par erreur de l'Élysée, elle est bien belle ta politique s'il en est ». Ah oui, et mon préféré d'entre tous aussi, en gros et en majuscule, « Capitaine de pédalo ». Alors, pour le coup, pour avoir réentendu l'expression après, j'ai appris que capitaine de pédalo, c'était une expression qui avait tout en lore, qui avait été utilisée par des gens. Mais moi, personnellement, c'est la première fois que je rencontrais cette expression en lisant le livre, capitaine de pédalo. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a une grande variabilité dans les tons, dans les buts, mais aussi dans les niveaux de langue des lettres. On a bien sûr aussi des lettres qui n'ont absolument aucun sens, comme celle-là, par exemple. Monsieur le Président de la République. Je vous rapporte cette information provenant de mon Facebook. En effet, le roi de Thaïlande, roi Bhumibol Adulyadej, est en contact avec moi depuis Monaco. Je lui ai adressé le contenu suivant au sujet de mes travaux concepts gouvernementaux. Il m'a renvoyé sur une adresse Gmail en direction de la République du Nigeria. Bien entendu, je n'ignore pas les problèmes politiques et religieux actuels dans ce pays. D'où mon courrier à votre attention. A priori, il s'agirait d'une entreprise pétrolière, pouvant éventuellement m'appuyer dans mes projets économiques et sociaux. Cela dit, est-ce un faux profil? Je ne sais pas. Homme, banlieue parisienne, 2013. Ou un autre exemple encore plus critique, ce type de lettre. Je vous laisse faire pause si vous voulez voir le détail. Et donc, avec tout ça, c'est le rôle du service de l'Élysée de classer les courriers dans différentes catégories. Alors, ce classement, il n'est pas facile, parce que, comme on a pu le voir, il y a une énorme variabilité dans les courriers. Les courriers ils peuvent aller de la simple carte postale au papier à lettres raffiné, de la lettre d'insulte à l'invitation protocolaire. Parce que même les officiels passent aussi par ce canal-là. Le service se charge donc de classer les courriers dans un premier temps dans 3 catégories. Le courrier réservé, qui provient des institutions et de scripteurs connus, donc typiquement là on va avoir les courriers officiels qui mettent bien les formes. On va avoir les requêtes, qui place le président en dernier recours face à des injustices, donc on peut avoir des appels à l'aide, des demandes de travail, des demandes de recours administratifs, etc., etc. Et enfin, on va voir la grande catégorie des opinions, qui, comme le disent les auteurs, commentent, critiquent, proposent, relèvent, opinent, donc là aussi, ça peut être assez large. Avec ce classement, il y a quand même un premier tri qui est fait pour repérer les lettres émanant de personnes suicidaires, parce que, en fait, il y en a beaucoup. Et le but, c'est de pouvoir alerter la préfecture et faire intervenir la gendarmerie ou les services sociaux le plus rapidement possible. La plupart des lettres, ce sont des requêtes. C'est des plaintes, en gros. C'est des plaintes, attirer un peu alors qui vont, si vous voulez, éventuellement de femmes battues, d'enfants battus, à éventuellement des surendettés, des malades qui envoient donc leurs résultats d'examen, des gens qui se disent poursuivis par le fisc, etc., etc. Et donc ces requêtes, il y a une espèce de continuum, parce que certains écrivent pour eux-mêmes. Bon, c'est mon cas personnel. Alors là, on retrouve un peu la rhétorique gilet jaune, si vous voulez. Bon. Mais également, progressivement, quand on les lit en série, on voit que ce sont des gens qui, d'une certaine manière, forment une espèce donc de série qui n'a pas véritablement de porte-parole. Et puis certains également glissent on parle en tant que, on parle au nom d'eux. Bon. Ça, c'est, disons, quel que soit le quinquennat ou le septennat, disons 60 à 70% des lettres. Bon. Mais du coup, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi les gens écrivent au président. Qu'est-ce qu'ils espèrent? Est-ce qu'ils croient réellement que le président lira en personne leur courrier? En fait, il y a plein de réponses à cette question. Et le grand intérêt du livre, c'est justement de nous les faire voir en nous présentant un large échantillon de lettres, très différentes les unes des autres, qui peuvent laisser deviner des raisons très différentes d'écrire. Beaucoup écrivent juste pour faire un coup de gueule, pour se soulager, ils n'espèrent pas vraiment de réponse, mais on voit qu'il y en a d'autres qui sont outrés quand ils reçoivent une réponse type, qui par définition n'est pas personnalisée, et qui leur donne l'impression de ne pas avoir été entendue. Je vous mets un exemple de lettre type qui peut être envoyée à beaucoup de gens, et il faut quand même garder à l'esprit que
toutes les lettres, sans exception, reçoivent une réponse. Enfin, je dis sans exception, si, on répond pas aux lettres d'insultes, hein. Mais toutes les autres reçoivent une réponse, et donc, fatalement, un certain nombre de réponses types. Et puis dans le lot, il y en a un certain nombre qui écrivent quand même avec l'idée de s'adresser à quelqu'un qui serait plus à l'écoute de leurs problèmes que les interlocuteurs dans les administrations. Mais il faut bien avoir en tête que tout ce que fait le service, en fait, c'est de renvoyer la demande dans le circuit habituel en transférant le dossier aux préfectures et aux services sociaux. Parfois, ça peut avoir le bénéfice de réorienter vers le bon service ou de relancer un dossier qui avait été un peu oublié, mais pour le service, il est très important de ne pas intervenir davantage et de garder le ton de la neutralité de l'État. Faut quand même avoir en tête qu'on a tout un service de gens dont la tâche, c'est d'écrire des lettres qui seront signées comme émanant du président de la République. Ils doivent donc répondre vite et à tout le monde, mais tout en protégeant le président et l'institution, en faisant en sorte que leur réponse n'engage pas la responsabilité du président. Du coup, ils peuvent avoir de l'empathie, dans une certaine mesure, mais ils doivent faire très attention à ne pas tomber dans le favoritisme, parce qu'il ne faut pas laisser à croire qu'écrire au président permettrait d'avoir accès à un passe-droit. Et pour le coup, je vous assure qu'en lisant certaines lettres, ça peut être très difficile de ne pas pouvoir offrir autre chose qu'un peu d'empathie, parce qu'il y a vraiment des personnes qui vivent dans des situations absolument alarmantes et qui écrivent au président. On a quelques exemples de lettres de ce type-là et qui font vraiment peine à lire. Alors, de ce point de vue-là, il y a deux doctrines dans le service de la correspondance. Il y a ceux qui estiment qu'ils font leur travail, justement, donc en faisant cette transmission, en mettant le poids de l'institution présidentielle dedans, et puis d'autres, d'une certaine manière, que c'est une espèce de rupture entre les citoyens, c'est-à-dire que, à savoir, bon, ça peut être une forme de clientélisme, c'est le piston de l'Élysée. Bon, alors, je pense pas qu'il faut non plus, si vous voulez, donc exagérer la qualité de ce piston, mais il y a un vrai débat. Bon, alors c'est généralement entre deux, si vous voulez. On ne prend pas position, et donc l'idée, c'est de faire des courriers administratifs d'un côté, bon, et de l'autre côté, de faire des courriers qui soient malgré tout pas seulement administratifs, mais qui on n'est pas dans le compassionnel comme aux États-Unis, hein, où là ça va beaucoup plus loin, le courrier d'Obama. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais en tous les cas, l'idée c'est qu'on puisse, en quelque sorte, donner une nouvelle chance à un problème qui s'est posé à quelqu'un et en quelque sorte, donc, l'aider par rapport à l'administration. Il y a aussi beaucoup plus de lettres qui arrivent lors des événements, hein. Si le président reçoit des lettres toute l'année, c'est particulièrement le cas lorsque il se passe une actualité particulière. Ça peut être aussi bien des petites choses qui vont générer de fortes réactions, hein. Notamment le fameux « Casse-toi pauvre con » de Nicolas Sarkozy avait généré une montagne de lettres. Et sous la présidence de François Hollande, c'est bien évidemment les attentats terroristes, hein, qui ont généré de nombreuses réactions. Je vous cite un passage du livre. Après les événements du Bataclan, dans une proportion légèrement moindre, ces mêmes lettres de condoléances et d'hommages sont arrivées. De manière inédite, un volume sans précédent de courriers et de dessins est venu de la part d'enfants. Beaucoup ont écrit depuis leur classe d'école, sous une signature collective et le patronage de leur maîtresse. Monsieur le Président, ma classe de CM1 a tenu à vous écrire cette lettre, après avoir parlé avec eux des événements tragiques de la semaine dernière. Je leur ai demandé comment nous pourrions agir sans violence. Leur réponse a été rapide. Par le pouvoir des mots, on peut écrire une lettre au président. Je leur ai bien expliqué qu'il y avait peu de chances qu'elle soit lue, mais ils ont insisté en disant qu'au moins ils essayaient. Je n'ai que 24 ans. C'est ma première classe. Ils m'ont rendu tellement fier d'eux, fier de ce métier, fier d'avoir eu une leçon de citoyenneté de la part d'enfants de 9 ans. Courrier, femme, ville de 280 000 habitants, Alsace, 20 novembre 2015. À chaque fois que je la lis, cette lettre, elle m'émeut. Et le plus intéressant, c'est que les chercheurs ont pu retrouver cette enseignante et du coup faire un entretien avec elle plus tard. Cette enseignante nous a expliqué depuis que cette lettre avait été exclusivement à l'initiative de ses élèves. Nous ne savions pas vraiment comment aborder ce thème avec les enfants, ce sont eux qui m'ont dit que nous pourrions écrire au président. Par ailleurs, selon elle, c'était une bonne façon d'aborder la notion de lettre et de langage soutenu avec eux. Ça a été un petit coup de tête, ce n'était pas prévu. Échange par messagerie instantanée, le 12 juin 2021. Du coup, il y a effectivement ce genre de lettres qui font un peu chaud au cœur, et il y en a d'autres qui font un petit peu plus grincer. La minute de silence que les élèves devaient observer au lendemain des attentats du Bataclan a également fait écrire à un âge relativement précoce, non sans trace de positionnement politique. Monsieur le Président de la République,
je vous fais part de ma réflexion. Je pense qu'il serait préférable pour la France de renvoyer les immigrants chez eux et de s'occuper des pauvres d'une autre. En classe, la maîtresse nous a demandé de faire un dessin pour soutenir les proches des morts et des blessés, et j'ai constaté que certains enfants de religion musulmane n'étaient pas très enthousiastes. Cela m'a fait bizarre et peur. Merci de votre compréhension. Bonne fin de journée. Johanna, 10 ans. Lettre, enfant, adresse non précisée, 19 novembre 2015. Et en vrai, moi ça me fait quand même un peu peur de voir des enfants de 10 ans déjà turbo-racistes comme ça. Bon, après, comme le soulignent les auteurs, c'est toujours difficile de savoir dans quelle mesure les lettres sont bien écrites par des enfants uniquement ou si les parents sont un peu derrière pour tenir le stylo. D'ailleurs, c'est quelque chose qui relève, évidemment, parmi la montagne de courriers reçus, il y en a un sacré nombre qui ont des connotations assez racistes. On a souvent des personnes qui se présentent comme des Français moyens ou de la classe moyenne inférieure, et qui se disent pressurisés aussi bien par le haut que par le bas. C'est la fameuse conscience triangulaire dont parle déjà Olivier Schwartz. Mais du coup, dans cette vision du pauvre qui fait figure de repoussoir, on a le cliché de l'assisté qui profite des aides, et surtout des discours sur les immigrés qui seraient mieux lotis que les Français. D'ailleurs, les auteurs relèvent que dans toute la somme de courriers qu'ils ont reçus, ils ont trouvé des tonnes de propos islamophobes, mais pas une seule lettre qui aurait un contenu antisémite. Ce qui paraît quand même dire quelque chose de l'évolution à long terme des mentalités sur ces questions-là. Évidemment, je vous rappelle qu'on parle des lettres reçues sous François Hollande, ce serait peut-être plus le cas si on analysait les lettres reçues en ce moment à l'Élysée. Mais du coup, évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que ces lettres, elles nous disent quelque chose de ce que pensent les Français, ou d'un état d'esprit en tout cas qu'on pourrait retrouver en France. Et de fait, sur plein d'aspects, les lettres des Français peuvent être utilisées pour prendre le pouls de la population. En analysant les lettres reçues au début du quinquennat Macron, on peut d'ailleurs y lire les prémices du mouvement des Gilets jaunes. Alors, évidemment, c'est facile de refaire le match après la bataille, mais il y a plein de signes annonciateurs des Gilets jaunes dans les lettres. Les lettres se sont faites plus nombreuses, la question de la voiture et du prix de l'essence ont toujours été très présentes, ça c'était vrai chez Sarkozy, chez Hollande et chez Macron. Et il y a eu une véritable levée de bouclier à l'annonce des 80 km/h, et c'est d'ailleurs à partir de ce mouvement que vont peu à peu se sédimenter les Gilets jaunes. D'ailleurs ça, on y reviendra dans un autre livre de la sélection. Du coup, oui, il y avait clairement des signes dans les courriers, mais c'était quand même impossible de prévoir l'avenir juste avec ces signes-là. Encore une fois, c'est très facile de réinterpréter à l'aune de ce qu'on sait, de ce qui s'est passé. Dans ces requêtes, on a des gens qui parlent de leur cas personnel, avec généralement parfois des preuves de leur malheur. Ils envoient éventuellement donc leur feuille d'impôt. Ils envoient la liste justement donc de leurs dépenses incompressibles. Ils envoient également des certificats médicaux. Ils envoient des factures d'électricité. Et donc, si vous voulez, là, voir éventuellement toute une série de choses autour du logement. En gros, si vous voulez, on est dans le domaine, si vous voulez, de la vie très quotidienne, à savoir, je n'arrive pas à m'en sortir. Et d'une certaine manière, c'est une espèce de base continue que l'on retrouve, quel que soit le président, que ce soit les courriers Sarkozy, les courriers Hollande ou les courriers Macron. Et nous avons été d'une certaine manière, pas tellement étonnés, alors rétrospectivement c'est facile de le dire, par le mouvement des Gilets jaunes, parce que lorsque l'on a commencé à parler des Gilets jaunes, ça nous a fait penser à ce qu'on avait lu dans les lettres, à savoir justement un ensemble donc de problèmes individuels qui n'étaient pas forcément justement mis en œuvre collectivement et qui s'est progressivement collectivisé dans le mouvement des Gilets jaunes, mais qui restait au départ donc des mouvements individuels. De façon générale, ça doit nous amener à nous demander quelle est la place du courrier pour un président de la République. Parce qu'un président dispose en fait de plein d'outils beaucoup plus sophistiqués, de sondages, etc. pour connaître l'opinion publique. Et là-dessus, le courrier se greffe en fait difficilement parce que il peut être plus précis, plus incarné, mais il est aussi moins représentatif parce que les scripteurs ne sont pas représentatifs de la population dans son ensemble. Et pour le coup, chaque président a un peu son propre rapport au courrier. Par comparaison, les auteurs développent pas mal l'exemple du président américain Barack Obama qui avait l'habitude de finir chacune de ses journées en lisant 10 lettres de ses lecteurs qui étaient sélectionnées par son service du courrier. D'après lui, c'était un rituel, une façon de rester connecté aux vrais gens, et il faisait parfois référence d'ailleurs aux situations des personnes des courriers au moment de ses discours. En France, une sélection de lettres est également périodiquement remontée sur le bureau du président de la République. Elles sont soigneusement sélectionnées. Ce sont des lettres qui sont écrites sans faute, qui sont argumentées, souvent qui sont touchantes ou qui portent sur un grave problème d'actualité.
Mais là-dessus, Sarkozy accordait visiblement peu d'importance au courrier, mais Hollande lisait apparemment beaucoup plus régulièrement les lettres. Il a même organisé des après-midi pour rencontrer une dizaine de scripteurs et pour avoir une discussion avec eux à l'Élysée. Mais depuis Macron, il y a de grands changements qui ont été faits dans la façon de gérer le courrier, notamment le service a été grandement numérisé. On a des indicateurs qui ont été créés pour essayer de résumer de l'information. Aujourd'hui, tous les courriers et tous les mails sont rentrés dans une immense base de données qui prend aussi en compte le standard de l'Élysée, qui représente plusieurs centaines d'appels par jour, ainsi que le Twitter et le Facebook de l'Élysée et la presse quotidienne régionale. Du coup, on sait pas trop comment sont traitées toutes ces données. Tout ce qu'on sait, c'est que tout ça passe par des algorithmes et que ça remonte à l'Élysée pour nourrir la réflexion politique. Pour le coup, ce que je suis en train de vous décrire, c'est des changements qui étaient tout juste en train de se faire au moment où les chercheurs étaient en train de terminer et de finir leur terrain. Donc ils peuvent pas nous en dire grand chose, en fait ça mériterait presque d'ouvrir une nouvelle enquête pour étudier ces nouveaux modes de traitement et comment la présidence Macron a changé la façon de voir le courrier de l'Élysée. Pour conclure, c'est un livre vraiment intéressant, et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'il est très incarné, parce que les auteurs retranscrivent pas mal de lettres qu'on peut lire directement. Ils ont choisi un échantillon assez intéressant, certaines sont drôles, certaines font peur, certaines sont tristes, certaines sont émouvantes, certaines déchirent carrément devant la misère qui est décrite, et ils montrent bien du coup en quoi le courrier est un objet vraiment protéiforme, et de la même façon qu'il est impossible de restituer la vie des Français, on ne peut pas résumer qu'ils sont les correspondants du président. Et surtout, ce que je trouve rafraîchissant, c'est qu'on a l'habitude de lire des sondages pour prendre le pouls de la population, et là c'est vraiment intéressant d'avoir des instruments de mesure qui sont beaucoup plus qualitatifs, et qui disent des choses du coup un peu plus en profondeur, et un peu différentes qu'un simple avis oui-non. Donc si ce type d'approche, ce type de matériau peut vous intéresser, je vous invite à découvrir Écrire au président, enquête sur le guichet de l'Élysée. Numéro 6, Comprendre la bourse avec Captain Economics de Thomas Renaud. Le Capitaine a fait un livre. Alors, si vous faites des sciences sociales depuis suffisamment longtemps, vous êtes probablement déjà tombé sur une des publications de Captain Economics. Et si vous ne le connaissez pas, Thomas Renaud est donc économiste à Paris 1, mais il tient depuis plusieurs années le blog Captain Economics, qui est un site de vulgarisation en sciences sociales qui aborde de très nombreux sujets, et que je vous recommande vivement. Alors c'est principalement des articles sur la finance, parce que c'est sa spécialité, mais on retrouve aussi des choses sur l'IA, sur les nudges, sur la mesure de la pauvreté, sur les liens entre l'argent et le bonheur, et j'en passe. En particulier, il a tout un article qui détaille comment interpréter les résultats d'une régression, et il m'a sauvé la vie plusieurs fois quand je me retrouvais un peu court devant une publication et avec la flemme de replonger dans les méandres de mes cours de méthodologie quantitative. Bref, tout ça pour vous dire que j'étais déjà assez client du travail de Captain sur son blog, et donc pas mal intéressé à l'idée de lire son livre de vulgarisation sur la finance, et en plus c'est préfacé par Jésabel Coupé-Soubeyran, ce qui est plutôt gage de qualité si vous connaissez un peu la littérature sur la monnaie et la finance. Du coup le livre est en fait très petit, il fait moins de 150 pages, en plus il y a des images et c'est particulièrement aéré, donc c'est vraiment un livre de vulgarisation qui s'adresse à tout le monde. Et en ça, c'est donc une vraie réussite. Tout est très didactique, on est vraiment pris par la main de chapitre en chapitre, en partant de la base, qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'un marché financier, c'est quoi une bulle, puis on se dirige tranquillement vers des questions de stratégie financière, de régulation des marchés financiers. Donc je vous le conseille vraiment si vous êtes intéressé par ces questions-là, mais que ça vous paraît un peu compliqué. Vous trouverez rarement ces questions-là expliquées de façon aussi claire. Mais du coup, en lisant le début du livre, je vous avoue que j'ai eu peur de m'ennuyer un petit peu et de pas apprendre grand-chose. De fait, j'ai pas mal étudié la finance dans mon parcours, je l'ai même enseigné dans le secondaire et dans le supérieur, donc l'introduction sur qu'est-ce qu'une action, comment fonctionne l'offre et la demande sur les marchés financiers, on va dire que j'ai pas été renversé. Mais là encore, si je me décentre de mon cas personnel particulier et que je le juge en tant que livre de vulgarisation à destination des lycéens, ce qui est précisément le contexte du prix lycéen du livre de SES, on est pile poil dedans. Mais quand bien même, figurez-vous que j'ai quand même été agréablement surpris par la deuxième partie du livre, et que j'ai même appris pas mal de choses. En fait, mes connaissances en finance, elles sont plutôt d'ordre théorique, c'est-à-dire que je connais la littérature économique sur le sujet, je saurais décrire rapidement des modèles théoriques ou citer les auteurs principaux, mais ça reste une vision assez théorique, assez extérieure. Alors que le parti pris du livre, c'est vraiment de se présenter comme un guide très concret pour quelqu'un qui voudrait comprendre ce qu'il advient de ses investissements.
Il est donc beaucoup plus terre-à-terre sur les types de placements ou d'investissements, sur les conséquences, et ça c'est la véritable force du livre. Alors attention, hein, c'est pas non plus un guide pratique sur comment faire plein d'argent en investissant dans la bourse, hein. Au contraire, on développe plutôt un discours scientifique et réaliste de la finance, à partir de cas très concrets, et ça c'est assez rafraîchissant. Je ne vais pas vous faire une liste de tous les points que j'ai trouvé intéressants, hein, mais je vais vous développer quelques exemples pour que vous fassiez une petite idée du contenu du livre. Déjà, pour illustrer le côté concret, il a toute une partie explicative sur comment je fais pour acheter ma première action. Et on détaille le type de compte qu'il faut ouvrir, on explique la différence entre un compte titre et un plan d'épargne action, hein, un PEA. Rien que ça, j'avais fait de l'économie jusqu'à Bac+5, j'avais le thème finance internationale au concours de l'enseignement, et j'ai appris la différence entre les deux types de comptes il y a moins de 2 ans quand j'ai voulu ouvrir un compte titre à ma banque et que j'ai dû aller chercher l'information par moi-même. Donc j'aurais adoré avoir déjà rencontré cette information auparavant dans un petit manuel comme celui-là. Après, il insiste bien sur les frais de transaction, hein, qui sont prélevés par le courtier pour chaque opération d'achat, dont on ne parle pas vraiment quand on s'intéresse aux grands investisseurs, mais qui peuvent se révéler très important quand on est un petit porteur indépendant. Et d'ailleurs, il en profite pour déconseiller les stratégies de court terme qui consisteraient à faire de nombreuses petites transactions pour faire des tout petits gains, en pointant qu'il vaut bien mieux au contraire une stratégie de buy and hold, hein, c'est-à-dire acheter une action pour la détenir à moyen ou long terme. Par exemple, la recherche universitaire a d'ailleurs montré qu'une des explications de la sous-performance des investisseurs individuels, c'est-à-dire leur incapacité à battre le rendement moyen du marché ou même seulement de s'en approcher, était liée à l'importance des frais de transaction et au fait que les individus auraient tendance à réaliser trop de transactions. De nouvelles applications proposent depuis quelques années du trading zéro commission, c'est-à-dire que, contrairement à un courtier traditionnel, vous n'avez pas à payer de commission sur vos ordres d'achat ou de vente. Mais Captain, c'est magique ça! Comment ces applications font-elles pour gagner de l'argent alors ? Lorsque quelque chose est gratuit, le Captain vous conseille de toujours vous méfier et de ne pas oublier le célèbre adage « si c'est gratuit, c'est vous le produit ». Dans le cas de la célèbre application de trading américaine Robinhood, qui compte près de 20 millions d'utilisateurs aux États-Unis, les revenus sont générés grâce à la revente de vos informations et du flux indiquant vos ordres à d'autres fonds d'investissement qui utilisent ensuite ces informations pour ajuster leur stratégie de trading en temps réel. Un fonds d'investissement peut ainsi savoir que vous voulez acheter une action d'une entreprise avant même que votre ordre ne soit exécuté, et prendre une position sur le marché en fonction de cela. Et oui, tout cela est légal, du moins aux États-Unis. Voilà, je vous cite un petit extrait, mais pour vous montrer aussi un peu le style du livre, hein. Il prend souvent une forme un peu dialoguée, avec des questions-réponses, et il faut avouer que c'est assez efficace. Et comme vous avez pu le constater dans l'extrait, il met aussi en garde contre certains produits qu'on peut trouver en bourse. Il développe ensuite toute une partie sur différents types de placements, hein. Il détaille par exemple ce que sont les fonds indiciels, qu'il présente comme une bonne façon de diversifier son portefeuille et de ne pas être trop vulnérable à la volatilité des cours en ayant tous ses œufs dans le même panier. Ou plutôt tous ses actions dans la même entreprise. Du coup, ces fonds indiciels, ou ETF, hein, pour Exchange Traded Funds, c'est des produits financiers qui regroupent des petits bouts de plein d'actions différentes, et l'auteur va les comparer à une espèce de salade de fruits, qui aurait un bout de kiwi, un bout de pomme, un bout de banane, et où chaque fruit représenterait un titre financier différent. Et encore une fois, la métaphore de la salade de fruits, elle marche plutôt bien. Il détaille du coup que il faut trouver un marchand de salade de fruits, en la personne de l'intermédiaire, et qui permet donc d'avoir des portefeuilles diversifiés en achetant soit là une salade multifruits avec des entreprises très variées, soit une salade premium avec par exemple que des entreprises du CAC 40, donc une salade de fruits rouges par exemple, ou un segment du marché comme la high-tech, salade de fruits exotiques, pour filer la métaphore. Et pour le coup, la leçon qu'il donne tout au long du livre, c'est plutôt que la meilleure façon de placer son argent, c'est probablement de souscrire à des ETF, sur le moyen terme et le long terme, pour bénéficier du coup d'un rendement similaire au marché, mais de ne pas essayer de maximiser à tout prix ses gains au risque de faire des erreurs. C'est la fameuse opposition entre gestion active et gestion passive de portefeuille, et il illustre notamment ça avec le célèbre pari qui avait été fait entre l'investisseur américain Warren Buffett et Tate Sides, le fondateur d'un fonds d'investissement. C'était en 2008 et les investisseurs se donnaient 10 ans pour obtenir le rendement le plus élevé possible en investissant la même somme de base sur le marché américain. Le perdant devait alors verser $1 million à une association décidée par le gagnant. Et surtout, l'objet du pari, c'était la stratégie de trading. Warren Buffett avait parié que sur une période de 10 ans, une stratégie de gestion passive, en investissant dans un tracker de l'indice américain, le S&P,
battrait la stratégie active du fonds d'investissement qui consistait à investir dans plein d'actions qui étaient choisies par un expert, de vendre au bon moment, de racheter au bon moment, etc. etc. Eh bien, le résultat était assez parlant, hein. Warren Buffett a généré sur les 10 ans un rendement de 125,8%, alors que la stratégie du fonds d'investissement a généré un rendement de seulement 36%. Alors, en l'état, c'est uniquement une anecdote, hein, mais ça permet quand même de montrer que même les grands experts et les analystes financiers professionnels de marché ne font pas nécessairement mieux qu'un bon gros doigt mouillé, et qu'une stratégie passive qui consiste simplement en un ETF qui reproduit le marché peut être tout à fait aussi efficace. D'ailleurs, le Captain souligne qu'on peut en fait se permettre de monter un petit peu en généralité. Cette démonstration de force peut paraître anecdotique, mais elle n'est pas la première. De nombreuses études universitaires montrent en effet qu'à cause des frais de gestion élevés, le rendement moyen des stratégies actives est inférieur à celui des stratégies passives. Du coup, la surperformance de certains fonds semble aléatoire dans le temps, de telle sorte que la performance une année donnée a en réalité plus de probabilité d'être liée à un facteur chance qu'à un facteur talent. En effet, le talent devrait être plus ou moins constant dans le temps, sinon ça s'appelle de la chance. Et les gestionnaires de fonds réellement talentueux devraient battre le marché quasiment chaque année. Mais ce n'est pas le cas. Ou du moins, le talent des gestionnaires de fonds et la potentielle surperformance par rapport au marché ne permettent pas de compenser les frais de gestion demandés, ce qui implique donc une sous-performance moyenne après intégration des frais. Et de fait, le Captain a par la suite tout un chapitre intitulé « Vous pensez être plus fort ?», où il déconseille à ses lecteurs d'essayer de battre le marché. De fait, beaucoup d'investisseurs professionnels se croient probablement capables de battre le marché, c'est-à-dire de dégager des gains supérieurs aux gains moyens du marché, mais la littérature sur le sujet montre que ce n'est en général pas le cas. Et évidemment, ce qui est vrai pour des professionnels de la finance, qui ont des superordinateurs et des algorithmes de trading haute fréquence, c'est encore plus vrai pour des petits porteurs individuels. Le Captain souligne à quel point nous sommes perméables à un certain nombre de biais cognitifs qui nous font mal percevoir les gains et les pertes financières. Et par-dessus tout ça, s'ajoute encore un autre biais très répandu qui est le biais de surconfiance, qui nous pousse à surévaluer nos propres capacités. Ce biais se construit notamment avec le biais de sélection, qui nous pousse à considérer nos bonnes décisions comme venant de nous, et de nos capacités, et non pas du hasard ou de la chance, et au contraire de voir nos mauvaises décisions comme venant du contexte ou de la malchance, et non pas de nos mauvaises décisions. En réalité, il faut bien avoir en tête que tout ça reste en réalité souvent aléatoire, et il y a assez peu de chances qu'on puisse durablement faire mieux que les algorithmes de trading. D'ailleurs, comme le souligne le Captain, les robots sont meilleurs que les humains pour plein de tâches. Et cela ne nous pose pas de problème. Par exemple, quand il s'agit d'assembler une voiture, les robots ont 3 avantages sur les humains. Ils n'ont pas d'émotion, ils sont très rapides et ils sont capables de digérer des millions d'informations et de données par seconde. Vous ne pensez pas être capable de battre un supercalculateur aux échecs ou aux jeux de Go aussi? Alors pourquoi penseriez-vous être capable de battre les ordinateurs en finance dans ce cas? Et pour finir, la 4e partie du livre s'appelle littéralement « Et si on prenait un peu de hauteur ?» et on aborde un certain nombre de questions contemporaines et super intéressantes sur le monde de la finance. On pose par exemple la question des monopoles, les problèmes soulevés par le trading haute fréquence, et les 2 derniers chapitres portent plus spécifiquement sur la nécessité de réguler les marchés financiers et sur le rôle de la finance dans la transition écologique. Donc autant dire, des sujets super intéressants et des problèmes très actuels et très concrets. Je ne rentre pas davantage dans le détail, je vous laisserai découvrir le livre s'il vous intéresse. Pour conclure, c'est une lecture à la fois facile mais qui reste rigoureuse, et je vous invite vraiment à découvrir Comprendre la bourse avec Captain Economics, en particulier si vous êtes lycéen, ou si vous n'avez qu'une vague compréhension un peu lointaine de la finance, je vous le recommande dans ce cas-là à 100%, et même si vous avez quelques connaissances mais que vous n'êtes pas spécialement trop rentré dans le détail, je vous le conseille aussi, parce que le parti pris très terre-à-terre et didactique du livre m'a pas mal séduit, comme je vous ai dit. J'ai même retrouvé de façon claire et concise des choses que j'ai rencontrées que bien après la fin de mes études. Et d'ailleurs, ce livre n'est peut-être que le premier d'une longue série, parce que, entre-temps, un 2e tome est paru qui traite spécifiquement de la monnaie, comprendre la monnaie avec Captain Economics. Alors, je n'ai pas encore lu celui-là, mais c'est encore une fois un sujet que je maîtrise bien, mais qui sait, peut-être que je vais à nouveau être agréablement surpris, et dans ces cas-là, je vous en reparlerai peut-être une prochaine fois. Numéro 7, Gilets jaunes, la révolte des budgets contraints de Pierre Blavier.
On poursuit avec un livre qui revient sur le mouvement des Gilets jaunes et qui tente de donner des clés de lecture à travers un terrain ethnographique qui permet d'éclairer une mobilisation nouvelle et que personne n'avait vu venir en France. Le sociologue s'appuie ici sur une ethnographie réalisée sur 3 ronds-points du sud-ouest de la France du 17 novembre 2018 au 15 janvier 2019, ainsi que sur des entretiens, des questionnaires et le dépouillement de la presse nationale et régionale. Donc on a un matériau très riche qui permet de mettre en lumière de nombreux aspects qui sont moins visibles habituellement. Déjà, l'un des premiers points à noter, c'est que les Gilets jaunes ne sortent pas de nulle part. Pierre Blavier fait tout un travail pour les relier à des mouvements préexistants ou annonciateurs, et on peut tracer une généalogie avec le mouvement des bonnets rouges en 2013, et surtout plus récemment avec la mobilisation contre la réduction de la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h, et de fait, il montre qu'il y a des relais, comme les groupes Facebook du mouvement anti-80 qui ont été largement mobilisés dans la structuration du mouvement des Gilets jaunes. Et c'est l'un des points qui peut permettre d'expliquer la redoutable efficacité de ce mouvement qui a été porté par une population qui est souvent caractérisée politiquement par son sentiment d'incompétence politique et par son manque de ressources. Mais la particularité de ce mouvement, c'est que précisément, il tournait autour de la voiture et il faisait par conséquent appel à tout un monde de ressources spécifiques. De fait, on peut remarquer que les ronds-points ne mobilisent pas l'ensemble des classes populaires parce que les chauffeurs et les chauffeuses y étaient surreprésentés, ainsi que de nombreux métiers qui utilisent l'automobile de façon indispensable comme les employés de service à domicile, les infirmières, mais aussi les agriculteurs et les petites professions indépendantes. De fait, les Gilets jaunes entretiennent une familiarité avec l'automobile et les milieux de la route. Ça peut être dans le cadre des loisirs, comme la mécanique ou le tuning, mais aussi dans le cadre professionnel. Par exemple, la mise en place des barrages filtrants, c'est une compétence particulière acquise sur les chantiers, notamment par des conducteurs d'engins. Et c'est vrai que c'est important de le souligner parce que aujourd'hui, ça va un peu de soi. Oui, les Gilets jaunes ont mis en place des barrages filtrants. Mais l'auteur montre bien comment ça s'est fait. Il insiste sur les compétences mobilisées qui sont liées du coup à ces fameux milieux de la route. Par exemple, moi, je sais pas trop par où je commencerai pour mettre en place un barrage filtrant. D'ailleurs, l'auteur fait le parallèle avec une autre mobilisation qu'il avait lui-même étudiée, le mouvement Nuit debout en 2016, et ça n'avait absolument rien à voir, parce que les formes d'action, que ce soit la communication médiatique, les universités populaires, etc., correspondent à la composition socio-professionnelle du mouvement, où étaient surreprésentés des journalistes, des universitaires, et clairement pas les milieux de la route. Blavier montre donc comment le rond-point va aussi être pour les Gilets jaunes un lieu un peu symbolique d'inversement de la hiérarchie, où pour une fois, ce sont eux qui sont aux commandes et qui peuvent exercer une forme de pouvoir arbitraire en décidant de laisser passer ou non des voitures. Il détaille par exemple une petite scène comme celle-là. 20 novembre 2018, une grosse berline noire essaye de passer à l'impromptu à contresens et est immédiatement arrêtée. Le conducteur, manifestement un homme cadre âgé d'une 50aine d'années en chemise, explique qu'il est médecin et pressé. Mais il n'a pas de caducée sur le pare-brise, seulement une mallette à l'arrière et des documents d'une grande banque nationale au logo en forme d'écureuil. Le passage lui est refusé et on le contraint à patienter dans la file, comme tout le monde, en lui disant que c'est pas beau de mentir. Et sa tentative lui vaut par la suite des quolibets réitérés de nombreuses fois. C'est un médecin, il a pas de caducée, mais il a la voiture. C'est le vétérinaire de l'écureuil. C'est un exemple, mais il y a plein de petits passages comme ça dans le livre qui sont directement des extraits du carnet de terrain du sociologue, et c'est vrai que ça aide pas mal, je trouve, à incarner le terrain. L'auteur souligne aussi à quel point l'ambiance sur les ronds-points est souvent joyeuse, ce qui participe évidemment à la pérennisation du mouvement, mais il montre aussi à quel point il est soutenu par la plupart des personnes qui passent en voiture et qui font un certain nombre de dons, notamment des dons en nature, sous forme de nourriture ou de matériaux. Pour Pierre Blavier, ces dons réactivent en fait un registre à la fois connu des Gilets jaunes et des automobilistes, celui des campagnes de collecte des Restos du Cœur. Mais ils peuvent aussi se lire comme reflétant une division du travail de mobilisation. Certains groupes, notamment les femmes, qui sont les plus contraintes par les tâches domestiques, ou les lycéens et les lycéennes, ne fréquentent le rond-point qu'à certains horaires, alors que les personnes retraitées, notamment, sont présentes de manière continue. On a bien cette division sociale du travail de manifestation. Un point intéressant de l'ouvrage, c'est aussi de voir le regard que portent les Gilets jaunes sur leur propre mouvement, et ainsi comment ils se pensent en tant qu'acteurs politiques.
On voit notamment que les enquêtés regardent des chaînes comme BFM TV et ils sont très préoccupés par l'image du mouvement, ce qui peut donner lieu à des moments de friction quand il y a des désaccords au sein du mouvement. Toutefois, ces pratiques transgressives peuvent être source de vives discussions au sein des gilets jaunes présents et parfois même avec les automobilistes ou avec les forces de l'ordre. Ainsi, brûler des pneus, consommer de l'alcool ou lancer un feu à même le macadam ne fait pas l'unanimité et suscite des formes de réflexivité collective. L'épaisse fumée noire générée par la combustion donne prise à la critique selon laquelle les gilets jaunes seraient anti-écologistes, tandis que plusieurs présents qui travaillent aux services départementaux de l'entretien de la voirie pointent le coût de réparation de dégradation qu'ils désapprouvent. Ce sont donc là des sujets qui entraînent de facto des discussions et nécessitent de la coordination. Au bout de quelques jours, plus aucun pneu n'est brûlé en journée et le rond-point voisin qui vient de s'installer suscite de la désapprobation. Ce qui est ici en jeu, c'est aussi la question de la légitimité du mouvement. Et pour finir sur le cadre assez général, l'auteur insiste tout de même sur le fait que le mouvement des Gilets jaunes demeure tout de même très protéiforme. On y retrouve effectivement de nombreuses personnes qui viennent des milieux de la route, mais on a quand même affaire à un grand brouillage des clivages idéologiques et partisans traditionnels. En se tenant aux côtés des Gilets jaunes, nous avons pu observer la cohabitation de symboles politiques très différents, comme ci-dessous la cohabitation des drapeaux français et anarchistes, qui constituaient les seuls étendards de cette manifestation locale de décembre 2018. Dans le questionnaire, lorsque nous demandions aux personnes interrogées de se situer sur une échelle gauche-droite de 1 à 7, question discutable mais reprise dans les enquêtes électorales internationales, il n'était pas très rare qu'elles répondent très à gauche, tout en déclarant ensuite voter Rassemblement National. Sans rentrer ici dans l'exégèse d'un tel positionnement, force est de noter qu'il bouscule la représentation traditionnelle du champ politique français. Autrement dit, les personnes présentes ne voient aucun problème à manier des positions politiques qui apparaissent pour le politiste comme contradictoires, relevant de cultures politiques quasi opposées. Le seul point de ralliement est peut-être l'opposition à la Macronie, incarnée par le président lui-même, l'affaire Benalla quelques mois plus tôt, ou bien le présumé achat de vaisselle onéreuse par son épouse, appelée familièrement par son prénom, la Brigitte. N'ayant ni représentation nationale, ni autre ligne politique plus précise, les Gilets jaunes, en un sens, acceptent tout le monde et ils craignent moins la contradiction que l'enfumage des politiciens. Ça ne veut pas dire que le mouvement des Gilets jaunes n'était pas un mouvement politique en soi. Mais, comme le souligne Pierre Blavier, on n'aborde pas spécialement les grands sujets politiques potentiellement clivants sur les ronds-points. On en reste à ce qu'il appelle de l'infrapolitique, qui reste beaucoup plus proche de la vie de tous les jours. Oui, sur les ronds-points, il me semble que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu ce que j'ai essayé d'analyser comme une politisation in situ, c'est-à-dire une politisation sur place, sur le rond-point, avec notamment de très nombreux échanges entre les Gilets jaunes et les automobilistes, avec donc tous ces échanges qui à chaque fois étaient adaptés selon les personnes qui conduisaient, selon le fait qu'il y ait un chien à l'arrière, par exemple, qui était l'objet de commentaires. Et donc en fait là il y avait une politisation, mais vraiment de l'infrapolitique, on va dire, de choses qui étaient de l'ordre des discussions quotidiennes. En fait sur les ronds-points il y avait peu de discussions politiques au sens partisan du terme. Par exemple, il était très peu question d'immigration, un sujet qui était vu par tous comme potentiellement un sujet clivant et qui donc était très peu débattu sur les ronds-points. Donc de ce point de vue-là, les ronds-points n'étaient pas politiques. En revanche, ce qui était extraordinaire pour moi sur les ronds-points, c'était le fait que des discussions qui ne pouvaient pas avoir lieu par ailleurs pouvaient se tenir sur le rond-point, et notamment des discussions qui portaient sur les modes de vie des Gilets jaunes. Et donc ça, c'était très intéressant parce que c'était un point d'entrée dont on ne dispose pas par ailleurs dans ces milieux sociaux des Gilets jaunes. Voilà, donc la première partie revient sur l'enquête ethnographique et analyse le mouvement des Gilets jaunes de façon un peu générale, et la deuxième partie va prendre un aspect beaucoup plus micro-sociologique parce que on va s'intéresser à une famille en particulier. Et l'auteur va notamment décomposer en détail leur budget, ce qui permet vraiment de faire ressortir les conditions matérielles d'existence de ces Gilets jaunes. Alors évidemment, c'est vrai de tout travail qualitatif, ce qu'on gagne en précision, on le perd en capacité de généralisation. Mais l'étude du budget de José, mécanicien de 50 ans,
permet une étude de cas approfondie d'un profil assez représentatif de la population des Gilets jaunes. Le but, c'est d'étudier en détail comment cette famille parvient tant bien que mal à joindre les deux bouts et de produire ainsi une représentation réaliste des aspects pratiques de la vie économique domestique en restituant notamment les tensions et les choix auxquels sont confrontés des citoyens comme les Gilets jaunes, que ce soit en matière d'immobilier, d'emploi, de transport ou de choix électoraux. Le sociologue reconstitue donc le budget du ménage de José et Sylvie, qui gagnent à eux deux 2874 € de salaire net mensuel combiné. Et ce qui frappe particulièrement, c'est qu'ils ont un reste à vivre de seulement 201 € à la fin du mois, une fois payés les 400 € à l'assurance, les 300 € pour le transport et toutes les autres dépenses. Ça souligne à l'évidence que les choix de consommation du ménage sont fortement contraints, notamment par ce qu'on appelle les dépenses préengagées, c'est-à-dire toutes les dépenses qu'on ne peut pas arbitrer et qui partent de toute façon, comme le loyer, l'assurance ou l'abonnement téléphonique. Et chez eux, les dépenses préengagées, ça représente 93% de leur revenu mensuel. Du coup, pour joindre les deux bouts, le ménage a recours à des combines informelles, comme se rendre à Andorre pour acheter les cigarettes à plus bas prix, effectuer soi-même des réparations automobiles, débiter du bois de chauffage sans passer par un professionnel. Dans ce contexte, l'État, parce qu'il peut durcir la législation, est perçu comme une menace sur les modes de vie. Ainsi, ce qui mobilise, c'est pas tant la pauvreté en tant que telle, mais c'est plutôt l'insécurité budgétaire. Ces gilets jaunes ont donc recours à toute une série d'astuces pour réussir à s'en sortir, et Blavier consacre un chapitre entier au système D des gilets jaunes, qui passe par de l'autoréparation, le fait de chercher son bois soi-même, autant de choses qui montrent les ressources qu'ils sont capables de déployer, mais qui pèsent également sur les emplois du temps et accentuent encore la fatigue des corps qui peuvent aggraver les incapacités liées au vieillissement. Finalement, l'une des thèses les plus intéressantes du livre, c'est que pour Blavier, on assiste avant toute chose à une crise de reproduction parmi les travailleurs non qualifiés. De fait, c'est quelque chose qu'on perçoit mal si on ne regarde que le prix de l'essence, mais que le cas de José permet bien de faire ressortir. Il avait réussi à s'acheter une petite maison individuelle, ce qui représentait en soi le signe d'une situation plutôt bonne, mais surtout, cette trajectoire résidentielle pouvait s'interpréter comme une ascension sociale. Et c'est quelque chose qui est assez compromis aujourd'hui avec l'augmentation des prix de l'essence, car ça devient beaucoup plus cher d'habiter à l'extérieur des agglomérations, et surtout l'augmentation des prix de l'immobilier rend beaucoup plus difficile de poursuivre une mobilité résidentielle. Par conséquent, la conservation du statut social est incertaine, que ce soit à l'échelle d'une trajectoire ou d'une lignée. Comme dans le cas de José par exemple, son fils, non diplômé, peine à trouver un emploi dans un contexte où l'interconnaissance locale est d'un moindre secours en raison du déplacement des activités économiques vers d'autres centres urbains. L'automobile reste alors essentielle pour l'accès à l'emploi et elle constitue une pièce maîtresse dans les trajectoires résidentielles et donc sociales. Mais il y a aussi des à-côtés, ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, des à-côtés qui sont par exemple s'occuper des personnes dépendantes de sa famille, s'occuper de la basse-cour, s'occuper du bois de chauffage. Et donc il y a un ensemble d'activités comme ça qui pèsent sur ce mode de vie et qui est aujourd'hui mis en question pour plusieurs raisons. La première raison, c'est une raison physique, une difficulté physique de pérenniser ce mode de vie sur plusieurs décennies. Et l'autre remise en question, c'est que va-t-il advenir pour les enfants de ces gilets jaunes, Et donc là, il y a toute une question de crise de la reproduction sociale pour ces franges de la société. Est-ce que ça, c'est nouveau ? Eh bien, il me semble que c'est nouveau, oui, parce que, par exemple, l'augmentation de ce qu'on appelle les dépenses contraintes, l'augmentation des prix de l'énergie qui sont actuellement en train d'avoir lieu, eh bien, menace ce mode de vie, le rend difficile à perpétuer. Et du coup, on a vraiment cette crise de reproduction sociale pour ces franges qui n'était pas vraie il y a encore quelques décennies. Pour conclure sur le livre de Pierre Blavier, c'est une lecture vraiment intéressante et qui arrive bien à articuler à la fois des données générales et macro-sociologiques avec des données ethnographiques très micro, ce qui incarne et rend intelligible un certain nombre de choses qui seraient difficiles d'appréhender sans cela. En particulier, l'approche par le budget est vraiment intéressante, et en ça, elle renoue un peu avec des démarches très classiques de la sociologie, comme on avait eu en 1840 le tableau de l'état physique et moral des ouvriers et employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie du médecin Louis-René Villermé, qui était allé regarder comment vivaient les ouvriers et avait notamment restitué un certain nombre de budgets ouvriers, ce qui est considéré aujourd'hui comme l'un des tout premiers travaux de proto-sociologie.
Ici, l'analyse du budget est donc intéressante pour prendre la dimension des dépenses préengagées et comprendre le peu de marge de manœuvre qui reste aux gilets jaunes, qui répètent à plusieurs reprises le fameux « on ne peut pas s'écarter ». Le seul point un peu dommageable, mais qui fait partie des aléas de l'enquête, c'est que l'étude de cas n'a pas pu aller jusqu'au bout parce que José a mis fin à l'enquête d'une façon un peu prématurée, et du coup le sociologue n'a pas pu interroger son épouse Sylvie, ce qui était pourtant prévu, et ça rend donc le matériau un peu déséquilibré parce qu'on n'a pas accès à l'ensemble des membres du ménage, ce qui est d'autant plus problématique que l'on connaît pourtant le rôle des femmes dans la gestion de l'économie domestique, notamment en milieu populaire. Bref, une lecture intéressante que je vous conseille si le sujet vous intéresse. Livre numéro 8, L'autre à distance quand une pandémie touche à l'intime, d'Anne Muxel. Intéressons-nous maintenant à la pandémie avec un livre d'Anne Muxel qui a été en grande partie écrit pendant les confinements de 2020 et 2021. C'est une sorte de réflexion collective sur l'expérience qu'ont été les différents confinements, en particulier le premier confinement, et surtout l'angle est d'étudier la façon dont cette expérience a transformé notre rapport à l'intime. Comme le souligne la sociologue, l'idée du livre est notamment partie du conseil apparemment paradoxal du gouvernement qui nous appelait à nous tenir à distance des personnes que nous aimions afin de les protéger. N'oublions pas ce slogan, cette injonction paradoxale qui nous était envoyée par le gouvernement et le ministère de la Santé et qui était répétée en boucle sur les ondes de France Inter y compris. Si vous aimez vos proches, ne vous approchez pas trop. Que faire avec ça? Pour s'aimer, il faut donc se tenir éloigné, il faut donc se tenir à distance. Donc tout cela a effectivement vraiment alimenté pour moi cette réflexion que j'ai voulu mener dans ce livre. Et du coup, elle s'est mise à rassembler divers matériaux afin de documenter ces fameux rapports à l'intime, avec évidemment la grande difficulté que les règles sanitaires empêchaient d'enquêter et notamment de faire des entretiens au sens classique du terme. Et donc j'ai décidé, en sociologue, de mener une enquête en chambre, ce que j'ai appelé une enquête en chambre, c'est-à-dire étant dans ces périodes de confinement, dans ces périodes de restriction d'échange avec les autres, de demander à mon entourage, dans des cercles de plus en plus éloignés, d'envoyer des témoignages de la façon dont il et elle vivaient ce temps très particulier, l'irruption effectivement de la dangerosité, de la contagiosité de ce virus dans leur vie. Et voilà, c'est du coup l'objet de ce livre, à la fois cette compréhension intime et personnelle de ce qui s'est passé, mais aussi ce vécu collectif et ressenti par l'ensemble de la population. Elle a donc rassemblé un certain nombre de témoignages, mais pas seulement, elle s'appuie aussi sur des travaux annexes, notamment des travaux journalistiques qui ont documenté la période de façon conséquente. Il faut donc avoir en tête qu'on a là affaire à un texte un peu particulier, qui me paraît un peu hybride du point de vue des sciences sociales. On essaye de fait d'objectiver une situation et un certain nombre de rapports humains, mais on a aussi une forme très introspective qui se rapproche souvent du récit de soi. Au fil des chapitres du livre, on va donc explorer plein d'aspects du confinement, notamment le nouveau rapport à l'espace et au temps, la solitude, les effets de la distanciation sociale, la difficulté liée au fait de ne plus pouvoir se toucher, et on a aussi tout un chapitre sur les masques, sur les difficultés qui naissent du fait que tout le monde soit masqué, que ce soit dans la communication ou bien dans les transmissions, notamment pour les jeunes enfants. On a tout un chapitre également sur les nouveaux rapports à l'écran, un autre sur le télétravail et les adaptations qu'il a fallu faire, et toute une réflexion également sur notre rapport à la mort qui s'est fait beaucoup plus présente, là où elle tendait au contraire à être de plus en plus invisibilisée. Ce livre est donc assez intéressant en ceci qu'il forme une sorte de synthèse de tous les éléments et les informations qui sont parus sur le Covid, et ça permet de rassembler un grand nombre d'informations. Par exemple, quand on s'interroge sur les effets indirects et potentiellement durables du Covid, on apprend qu'un sondage IFOP a mesuré que pour 41% des Français, cette expérience a été source de stress, de nervosité et d'anxiété, et qu'en mars 2021, 46% des Français déclaraient avoir connu des troubles du sommeil, 40% des périodes d'anxiété et 22% des épisodes dépressifs depuis le début de la pandémie. On apprend aussi que de mars 2020 à avril 2021, la santé mentale des Français s'est nettement dégradée, avec des prescriptions de benzodiazépines qui ont augmenté de 10% sur les premiers mois de 2021. Et c'est sans compter sur le manque d'activité physique qui a pu aggraver encore cet état de fait, et une étude menée dans des écoles de Vichy et de Riom auprès d'enfants de 7-8 ans qui a même montré que leur indice de masse corporelle a augmenté de 2 à 3 points au fil du temps, ce qui est une situation absolument inédite d'après les auteurs de cette étude.
Un autre aspect assez intéressant du livre se trouve dans l'analyse assez diverse qu'on peut faire d'un même phénomène. De fait, on a tous vécu la pandémie, mais pas forcément de la même façon, et c'est intéressant de se confronter à différentes façons de voir. Et à chaque fois, les différents points de vue sont très largement illustrés par les enquêtés ou par des classiques de la sociologie et de la littérature. Par exemple, il y a tout un chapitre sur le masque, où on insiste notamment sur la distance qu'il crée, les difficultés qu'il induit, notamment pour la transmission, notamment envers les très jeunes enfants. On sait que pour les jeunes enfants, la transmission des émotions à travers les expressions du visage est très importante, et fatalement, le masque, ça rend ça beaucoup plus difficile. Mais il y a ensuite tout un passage sur le fait que, parce qu'il nous prive de toutes ces micro-expressions du visage, le masque nous oblige à surinvestir le regard, ce qui peut rendre l'échange plus difficile. Reste le regard par lequel on entre en relation avec l'autre. Pour George Simmel, tout le commerce des hommes, leur sympathie ou leurs antipathies, leur intimité ou leur froideur serait transformé d'une façon inappréciable s'il n'y avait pas d'échange entre les regards. Le port des lunettes de soleil est l'équivalent du masque pour les yeux. L'échange est compromis. Ainsi, Goethe a-t-il pu protester à ce sujet ? Je ne puis rien savoir d'un homme dont je ne vois pas les yeux pendant qu'il me parle, et qui a le miroir de son âme voilé par 2 morceaux de verre qui m'aveuglent. 5 avril 1830. Les yeux fuyants, le détour du regard, le fait de baisser les yeux sont toujours des signes d'une fuite de la communication, d'une rupture de l'échange. Le port du masque surinvestit le regard, les yeux sont devenus les seuls régulateurs de l'échange, les seuls vecteurs visibles, à part les modulations de la voix, des affects et des émotions qui lui sont associés. Mais si se regarder les yeux dans les yeux est un préalable à la communication, un support essentiel, la condition de sa viabilité, tenir longtemps cet échange de regards, y décrypter tout le paratexte dont on a besoin pour apprécier la teneur et les implications de l'échange, n'est pas une activité si facile et engage beaucoup de soi. Le maintien du regard mutuel oblige à un supplément d'intimité. Et c'est vrai que je n'avais pas spécialement réfléchi à cet aspect particulier du masque qui s'avère assez intéressant. Et un peu plus loin, il y a même tout un passage où on souligne que, contre toute attente, le masque peut aussi s'avérer libérateur. Le port du masque peut être aussi pour certains la possibilité d'une métamorphose et d'une libération de sa propre subjectivité. Avec un masque, on peut quitter son visage et avec lui une partie des contraintes d'une identité assignée. Le masque permet de se dérober, d'échapper aux attendus fixés par l'identité visuelle que promeut l'apparence des traits. En cela, il peut être une libération et une voie d'accès à plus de vérité. La phrase d'Oscar Wilde, bien connue des apprentis comédiens, rappelle cette possibilité. C'est lorsqu'un homme parle en son nom qu'il est le moins lui-même. Donnez-lui un masque et il vous dira la vérité. Ainsi, le masque peut-il autoriser une rencontre avec soi-même ? Paradoxalement, l'oblitération de ce que le visage rend trop visible en surface permet d'accéder à la personnalité vraie. En cela, il est une épreuve de discernement et de vérité, il ouvre une voie de rencontre avec soi-même. La crise sanitaire n'est en rien une scène de théâtre, et les acteurs qui s'y débattent ne sont pas des comédiens en quête de leur vérité profonde pour restituer de la plus belle façon les personnages qu'ils doivent incarner. Mais la généralisation du port du masque dans l'espace public introduit des lignes de fuite remodelant les subjectivités qui se croisent et se côtoient, et l'on peut se surprendre à y trouver l'occasion d'une forme de libération et de liberté. Sans compter qu'il permet de circuler incognito ou presque, ainsi peut-on échapper pour quelque temps à l'emprise de la reconnaissance et s'inventer autre ou mieux, se réinventer soi-même. Échapper au visage en ce qu'il est, selon la formule de Maria Salmon, revisitant la lecture qu'en fait Emmanuel Levinas, l'exigence d'autrui qui expulse le moi de son tranquille repos. Je vous cite quelques extraits, notamment pour que vous puissiez vous faire une petite idée du style, qui est selon moi à la fois une force et une faiblesse du livre. De fait, comme je l'ai souligné, le livre compile plein d'informations, mais le style est assez lyrique, et en ça je trouve qu'on retrouve pas mal la signature d'un écrit fait pendant la pandémie. Un récit un peu enlevé et qui prend le temps de décortiquer les petites choses de l'intime. Et par ailleurs, vous l'avez peut-être senti aussi, c'est un livre d'intello. Et ça aussi, ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage pour moi, c'est qu'on a
plein de liens qui sont faits entre différents pans de la sociologie, et c'est super intéressant de voir une chercheuse qui a une énorme culture sociologique faire jouer différentes références pour penser les problèmes de l'intime pendant la pandémie. Ça parle de Simmel, de Goffman, de Latour. Il y a même tout un passage sur l'analyse du sociologue américain Edward T. Hall, qui est le premier à avoir étudié sociologiquement la distanciation sociale, avec le concept de bulle personnelle, cette idée qu'on aurait autour de nous une plus ou moins grande bulle selon les cultures. Par exemple, en France, on reste environ à 1 mètre pour discuter, là où en Inde, c'est plutôt 50 cm, et en Europe du Nord, c'est plutôt 2 mètres. Et ça définit aussi du coup notre rapport à l'intime qui correspond au moment où quelqu'un rentre dans notre bulle personnelle. Donc, d'un côté, c'est super intéressant d'avoir toutes ces références, de les faire résonner entre elles, mais par ailleurs, ça peut parfois faire un peu verbeux. Et j'avoue que moi, quand ça commence à parler de Goethe ou de Lévinas, je décroche un peu, quoi. Par ailleurs, je me permets aussi de faire une réflexion vraiment subjective, qui n'engage que moi et mon ressenti, mais si le livre arrive parfois à fournir des analyses vraiment nouvelles et des angles super inédits, j'ai aussi beaucoup eu l'impression de lire des choses que je savais déjà, et surtout que j'avais vécu il n'y a pas si longtemps. Alors attention, je suis pas en train de faire une critique toute pétée qu'on entend parfois du genre « la sociologie ça raconte que des évidences, gna 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 ». Non, c'est aussi dû au fait que j'avais déjà beaucoup lu de choses sur le Covid, et du coup la plupart des sources journalistiques mobilisées m'étaient en fait déjà connues. Mais comme je l'ai déjà souligné au début du livre, l'un des gros avantages, c'est notamment de fournir une synthèse claire qui rassemble un peu tous les éléments principaux de la période. Par ailleurs, si je fais abstraction des passages qui pour moi me semblaient un peu redondants, le livre est quand même super bien informé, présente aussi des choses dont j'avais pas du tout connaissance. Par exemple, dans le chapitre sur le télétravail, Anne Muxel détaille un exemple d'une conséquence plus politique de la visioconférence qui est super intéressante. Donc, je sais pas si vous le saviez, mais le Forum des îles du Pacifique s'est tenu virtuellement pour la première fois en raison de la pandémie. Donc ça a réuni les 3 grandes régions du Pacifique Sud que sont la Polynésie, la Mélanésie et la Micronésie, et traditionnellement c'est une réunion annuelle qui réunit tous les chefs d'État pour parvenir à un consensus grâce à la technique de la talanoa, c'est-à-dire des discussions informelles en extérieur. Cette fois-ci, la transition vers des réunions virtuelles a du coup perturbé les négociations et ça a entraîné l'absence d'un consensus et d'accord sur des enjeux cruciaux comme le changement climatique ou le développement économique. Ils n'ont même pas réussi à désigner un leader commun, donc ça souligne à l'évidence les défis qui sont posés à la communication à distance dans la diplomatie. Donc typiquement, ça c'est un exemple ultra intéressant pour souligner l'importance de la communication en personne dans le travail politique et ça mérite effectivement qu'on mène une réflexion sur le sujet. Voilà, donc un exemple un peu concret de choses dont j'avais absolument pas connaissance et qui sont super intéressantes. Pour conclure, je reste quand même un petit peu mitigé à la lecture du livre. Comme je vous l'ai déjà un peu dit, je me suis un peu ennuyé à plusieurs passages, et un certain nombre d'analyses et de contributions me semblaient un peu ressassées. En fait, je crois que le problème que je perçois est aussi d'ordre épistémologique. C'est-à-dire que Anne Muxel a fait appel à son entourage pour recueillir ces différents témoignages, et du coup, on retrouve de façon inévitable une certaine proximité sociale. Les personnes dans le livre, ce sont principalement des lettrés, des artistes, des profs, bref, un milieu intellectuel. De fait, c'est aussi d'une certaine façon mon propre milieu. Du coup, si je pouvais souvent me retrouver dans ces réflexions sur le bouleversement lié au télétravail ou au changement dans le rapport au temps, d'un autre côté, il me manquait ce décentrement que produit souvent l'analyse sociologique. Par exemple, on sait que le confinement, c'est aussi un moment où les violences conjugales ont considérablement augmenté. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas du tout apparaître dans les entretiens. Et je pense que c'est notamment dû au processus de construction du livre. Donc en soi, je pense que c'est aussi un livre un peu cathartique qui fait office de journal de confinement. Par ailleurs, je veux pas non plus me montrer trop virulent, il y a de vraies bonnes choses dans le livre. Je vous avoue qu'à la première lecture, j'avais été assez déçu. Et d'autant plus qu'à la base, j'aime beaucoup le travail d'Anne Muxel, qui travaille plutôt sur la formation des opinions politiques, sur la radicalisation, sur l'abstention et plein de sujets super intéressants. Donc, j'ai lu le livre il y a déjà plusieurs mois et j'en gardais un plutôt mauvais souvenir. Mais au moment d'écrire cette chronique, je me suis replongé dedans et j'ai relu uniquement les passages qui m'avaient le plus intéressé. Parce que, vous voyez, quand je lis un livre, j'ai toujours mes post-it, et pour le coup, en relisant uniquement ces passages-là, j'en garde finalement un souvenir bien meilleur. C'est juste pour souligner qu'il y a quand même plein de choses hyper intéressantes à prendre. Et pour finir, il y a quand même une raison pour laquelle je trouve cette lecture super intéressante, c'est notamment pour le rappel qu'elle permet de produire. Parce que je l'ai lu en 2023, donc un peu plus de 3 ans après le premier confinement, et j'ai été frappé d'à quel point on est vite revenu à la normale.
De fait, en relisant le livre, ça m'a aussi fait reprendre conscience d'à quel point le confinement, ça avait été une véritable dinguerie. Donc j'étais là en train de lire et je me disais « Ah oui, c'est vrai, il y avait le « Nous sommes en guerre ». Et puis « Ah oui, c'est vrai qu'on devait porter les masques même dehors ». Ah oui, j'avais oublié cette histoire de l'auto-attestation qu'on devait signer pour sortir. Bref, ça m'a clairement fait prendre conscience d'à quel point on était finalement assez vite passé à autre chose. Et pour ça, le livre est assez précieux, notamment en fait comme document pour l'avenir, pour permettre de donner la mesure de ce qu'a été cette période-là. Donc finalement, ne serait-ce qu'en tant que document historique, je suis content que ce livre existe. Et finalement, Anne Muxel avait quand même assez bien anticipé certaines choses, parce qu'elle disait que la pandémie avait changé les rapports sociaux en profondeur, et notamment les façons de se saluer, parce que si sur plein de choses on est revenu à la normale, je constate que presque 4 ans plus tard, on n'est pas complètement revenu aux façons antérieures de se saluer. C'est peut-être moi, mais il me semble que notamment pour les gens qu'on connaît pas, on fait encore beaucoup plus facilement un coucou à distance, que se serrer la main, ou encore moins se faire la bise. De fait, j'ai l'impression que je serre plus du tout la main des gens, en fait. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous partagez mon impression, On fait comme on peut pour générer un peu d'engagement, Voilà, donc c'est fini pour cette deuxième partie de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné envie de découvrir des choses. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vais mettre chacun des 8 livres sélectionnés en commentaire épinglé pour que vous puissiez voter en likant le commentaire. Je suis curieux de voir ce qui vous a le plus donné envie parmi les 8 livres de la sélection. Je reviens très vite avec la 3e partie où on va décortiquer un peu les résultats et où on jettera un œil sur la sélection 2023-2024. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Ciao!